Distribution de cartes d'électeurs chaotique, zone de guerre sans bureau de vote, le point de l'organisation des élections au Nigeria dans ce journal. Jeu d'alliance dans le cadre de la présidentielle au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, se rallie à Idrissa Seck. Puis hommage à Ahmed Hussein Swaleh au Ghana, un journaliste d'investigation tué par balle le mois dernier. Alors que plus de 84 millions de Nigérians sont attendus aux urnes pour élire leur nouveau président et député, les premiers couacs sont apparus ces dernières semaines. En effet, de nombreux Nigérians n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur qui leur permettront de voter le 16 février prochain. Je suis déjà venu 4 fois. Ils m'ont dit maintenant qu'on devrait venir après les élections et les prochaines élections seront en 2023. Alors, comment peuvent-ils nous dire de venir les récupérer en 2023 ? Alors probablement, ils veulent truquer l'élection. Ils ne veulent pas que tout le monde vote. Je suis parti de chez moi dès 5h30 pour venir ici, pour tenir le coup et tout. Donc, je suis ici et je tiens à rester jusqu'à ce que je la récupère. Je ne vais pas abandonner à mi-chemin. Je reste jusqu'à ce que j'ai ma carte d'électeur. Il n'y a pas d'espoir. Je n'ai pas vu la liste. Je n'ai pas vu mon nom. Je n'ai pas vu la carte électorale. Alors, j'attends toujours. Ce vendredi était censé être le dernier jour pour récupérer les cartes d'électeurs, mais la Commission électorale nationale nigériane a étendu le délai à lundi, incluant les samedis et dimanches de 9h à 18h. Les autorités vont devoir acheminer par les airs ou par des routes dont l'immense majorité ne sont pas goudronnées, le matériel électoral dans près de 120 000 bureaux de vote. C'est à une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Macomia, dans la province du Cabo Delgado, au Mozambique, que le raid a visé jeudi à l'aube le village de Piqueux. Les populations ont été surprises dans leur sommeil alors qu'elles se cachaient dans la forêt. Elles avaient quitté leur village par crainte d'une attaque, laquelle attaque les a finalement rattrapés. 7 hommes ont été démembrés et abandonnés sur place par les assaillants qui ont par ailleurs kidnappé 4 femmes et filles. Cette attaque survenue dans un secteur de forêt dense, difficile d'accès pour les forces de sécurité, a été confirmée par un responsable policier local qui n'a pas souhaité être identifié. La population est priée de rester dans les villages où elles peuvent bénéficier de la protection de la police et de l'armée. Depuis plus d'1 an, en effet, la région du Cabo Delgado, frontalière à la Tanzanie, est le théâtre d'une vague de violences meurtrières attribuée à un groupe djihadiste qui prône l'application de la loi islamique dans cette province à majorité musulmane. Leurs raids contre les civils ou les forces de l'ordre ont déjà fait près de 200 morts, détruit de nombreux villages et contraint des milliers de personnes à l'exode. Les États-Unis en ont profité pour renouveler leur proposition d'assistance militaire au Mozambique. Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, a choisi de rallier le candidat Idrissa Seck. Dans une déclaration écrite publiée ce vendredi soir, il explique qu'il a décidé d'accepter l'offre d'alliance du candidat. Avec ce ralliement, c'est un nouveau soutien de poids pour Idrissa Seck. Mais plus qu'un ralliement, c'est un partenariat qui a été scellé entre les deux hommes. Dans sa déclaration, Khalifa Sall évoque un engagement commun de rupture et de refondation de la gouvernance. Un engagement face à une démocratie mise à mort. Cet accord était en cours de négociation depuis quelques jours. Avec ce ralliement, la coalition de l'ex-maire de Dakar espère qu'Idrissa Seck pourrait bien devenir le principal opposant au président Macky Sall et un obstacle sérieux pour accéder à un second mandat. Depuis Koungheul, où il est arrivé ce vendredi,
Idrissa Tchek, candidat à l'élection présidentielle du Sénégal, s'est réjoui du soutien de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis mars 2017. Dès le début de la journée, des jeunes manifestants avaient envahi les rues de la capitale bissau-guinéenne, bloquant la circulation. Des jeunes, armés pour certains de gourdins, ont ensuite brûlé des pneus et des troncs d'arbres sur la principale artère menant à l'aéroport et incendié des véhicules, selon le correspondant de l'agence France Presse. Dans les quartiers périphériques, des groupes de jeunes se sont attaqués à des magasins et la police a effectué des tirs de sommation pour les disperser. En début de soirée, le calme était revenu et la circulation rétablie, mais les forces de l'ordre continuaient à patrouiller dans les rues de la capitale, jonchées de poubelles renversées selon la même source. Début janvier, les enseignants avaient mis fin à 4 mois de grève après un accord avec le gouvernement pour notamment le paiement d'arriérés de salaire. Mais les syndicats ont estimé mardi que les autorités n'avaient pas tenu leurs promesses et menacé de reprendre leur mouvement lundi. Vendredi après-midi, le gouvernement a annoncé que les fonds nécessaires au paiement des salaires de décembre et de janvier étaient disponibles. Lors de leur manifestation, les élèves portaient des banderoles où l'on pouvait notamment lire « Nous voulons aller à l'école, nous sommes fatigués de rester à la maison » ou encore « L'éducation est un droit ». La Guinée-Bissau, ex-colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, est un des derniers pays au monde dans le classement de l'indice de développement humain, IDH, du Programme des Nations Unies pour le développement. Les assaillants ont attaqué Rwangoma, un quartier sud de Béni, cette nuit, et nous déplorons la mort des 5 civils dont les corps sont à la morgue de Béni, a déclaré le major Mark Hazukei, l'un des porte-parole de l'armée dans la région. Les assaillants, qui n'ont pu être identifiés, ont également attaqué une position de l'armée de Rwangoma. Plus d'une centaine de groupes armés locaux et étrangers sont actifs dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous les avons repoussés, nous continuons la fouille. Les opérations contre ce groupe, que nous n'avons pas encore bien identifié, se poursuivent, a ajouté le porte-parole. Selon Kizito Binanji, représentant de la société civile de la ville de Béni, les assaillants ont tué par machette et par arme à feu. La tension est vive dans ce quartier jusqu'à maintenant. Les habitants de Rwangoma, surtout les jeunes, ont manifesté contre cette nouvelle tuerie, a-t-il confirmé. Dans ses promesses de campagne, le nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre, avait promis de rétablir la sécurité dans la partie orientale de la RDC. Des rebelles Hutus rwandais de Forces démocratiques pour la libération du Rwanda et les rebelles ougandais musulmans des Forces démocratiques alliées sont parmi les groupes les plus actifs de la région. La région de Béni est, depuis fin 2014, le théâtre de massacres attribués aux ADF qui ont fait plusieurs centaines de morts parmi la population locale. Ce samedi matin, à Addis Abeba est annoncée une rencontre entre le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Mahamat Faki, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les leaders de l'Union africaine ne supportent plus d'être dépossédés des initiatives de paix en Afrique. D'où la mobilisation financière pour le Fonds africain de la paix. 90 millions de dollars ont déjà été versés. Moussa Faki Mahamat et Ismaïli Chegui sont décidés à casser l'image d'une organisation africaine qui serait impuissante face au conflit du continent. Au contraire, ils passent à l'offensive avec 2 exemples à l'appui. Le compromis signé au Soudan du Sud en septembre 2018 entre les 2 frères Zénébi, Salva Kiir et Riek Machar et bien entendu l'accord de paix signé cette semaine en Centrafrique après 10 jours de négociations menées au pas de charge par Ismaïl Chergui. Des dizaines de personnes se sont réunies ce vendredi dans Accra pour rendre un hommage au journaliste ghanéen d'investigation Ahmed Hussein Soual, tué par balle en janvier après avoir révélé de graves scandales de corruption dans le monde du football africain. Hommes politiques, diplomates, journalistes ou membres de la société civile ont demandé à ce que justice soit faite pour trouver et punir les coupables de ce meurtre.
L'assassinat brutal d'Ahmed devrait nous unir et non pas nous diviser en tant que journalistes. Nous devons nous concentrer sur les problèmes qui nous touchent tous. Ce qui s'est passé était non seulement une attaque contre la liberté de la presse, mais aussi un recul par rapport aux progrès réalisés dans ce pays en matière de liberté de la presse. Le gouvernement va continuer d'assurer la sécurité et la protection de ses citoyens, y compris des journalistes, quand ils accomplissent leurs tâches. Ahmed Hussein Soual a été abattu par balle par des hommes non identifiés alors qu'il rentrait chez lui en voiture à Accra. Il faisait partie d'un groupe d'enquêteurs baptisé Tiger Ear, dirigé par le célèbre Anas Aremeya Anas, journaliste d'investigation dont personne ne connaît le visage et qui ont révélé de nombreux scandales de corruption dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Number 12, leur dernier documentaire explosif sorti en juin 2018 et dans lequel le journaliste assassiné a joué un rôle clé, piégeait des dizaines d'arbitres ghanéens et du continent ainsi que plusieurs dirigeants de la fédération ghanéenne, dont son président, en leur proposant des pots de vin. Après le scandale, plus de 50 arbitres africains ont été suspendus par la Confédération africaine de football. Ce jeudi, la police ghanéenne a annoncé avoir arrêté 6 suspects qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête. L'entrée sans précédent d'un membre de la famille royale dans la politique est un séisme qui n'a pas empêché le chef de la junte au pouvoir en Thaïlande de se présenter lui aussi. La candidature de la sœur du roi de Thaïlande au poste de Premier ministre dynamite le paysage politique. Je le sens bien et je pense qu'elle est un bon choix. Elle est de Thaïlande et c'est son propre royaume. Elle pourrait développer ce pays pour le mieux, au même titre que les autres pays. Si elle devient la dirigeante du pays, ce sera la meilleure chose pour la Thaïlande. Je pense que l'avoir dans la politique thaïlandaise aidera la société à être davantage en paix, parce que peu de gens oseront s'opposer à elle. Je pense que si elle est complètement impliquée dans la politique, elle doit accepter les critiques. Parce que notre constitution contient des clauses sur la liberté de critiquer les politiques et le gouvernement. Je ne pense pas que l'on craigne que le pouvoir constitutionnel de la loi sur les critiques envers la famille royale limite nos droits de le faire. Le ralliement officiel d'une princesse à Thaksin est un défi sans précédent lancé par les enfants du roi Bhumibol. Et la vieille garde pourrait ne pas se laisser faire si facilement. La société thaïlandaise est profondément divisée entre chemise jaune, couleur de la royauté, et chemise rouge, couleur de Thaksin Shinawatra.